Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres à développer un projet qui leur tient à cœur, surtout quand ils s'ennuient dans leur vie ou qu'ils s'épuisent au travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marouchka Tsyroulnikov, auteur, caméléon et bien d'autres choses encore. Marouchka, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Est-ce que vous voulez commencer par présenter un bout de votre activité? Un bout. Bien, tout d'abord, bonjour Marjorie, merci de m'avoir proposé cette interview. J'aimerais au passage remercier également Alban Bourdi, qui nous a permis d'être en relation toutes les deux. Donc voilà, me présenter brièvement. Alors c'est moi qui dis brièvement parce que j'essaye de me mettre un cadre justement parce que ça part vraiment dans tous les sens. Donc, comme vous l'avez mentionné, je suis Marouchka Tsyroulnikov. Je suis née en Belgique francophone. En 1969, j'ai donc fêté cette année mes 51 étés parce que je suis née en été. Mais comme mon nom l'indique, j'ai des origines russes du côté de mon père et plus précisément dans les plaines de Sibérie. Donc, ça fait un petit peu loin. Voilà, mais vraiment, j'ai reçu une éducation très, très Europe de l'Ouest, avec une interdiction formelle d'ailleurs de mentionner ce côté russe, de parler russe. Voilà. Ça a été jusqu'à un point que mon père, en 1960, donc avant ma naissance, a demandé au tribunal en Belgique de pouvoir changer de nationalité et de pouvoir changer son nom. Donc, le nom de Tsyroulnikov a été amputé à partir de 1960, uniquement pour la lignée de mon père, parce que mes oncles et tantes s'appellent toujours Tsyroulnikov. Donc, c'est un nom que moi, j'ai toujours voulu reprendre. Et donc, sur le papier, j'ai un autre nom, mais officiellement, moi, je me sens pleinement reliée à ces racines russes, d'autant que je suis née avec une particularité autre que d'être haut potentiel. D'ailleurs, le diagnostic, entre guillemets, de haut potentiel a été posé tard, très, 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 très tard. Mais voilà, je suis née chamane. Donc voilà, qui est encore une façon d'utiliser son cerveau différemment. Voilà, tout le monde a un cerveau, mais on l'utilise différemment. Et puis aujourd'hui, je vis, je vous passe plein d'années, hein, Marjorie, parce que ça pourrait être très long. Et aujourd'hui, je vis au Royaume-Uni, ma patrie de cœur. Et j'exerce plusieurs métiers, on va dire officiellement, parce qu'on vit dans une société qui a besoin d'étiquettes, on va dire. Voilà, le mot est lancé. Et donc, je suis à la fois, donc je suis chef d'entreprise puisque j'ai une maison d'édition, mais pas que, parce qu'il y a d'autres choses sous couvert de cette maison d'édition. Je suis écrivain et je suis, pour ne pas dire chamane, je suis coach holistique de vie. Donc voilà, un petit peu, il y a plein d'autres choses aussi. J'ai eu un parcours très chaotique, mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Demain est un autre jour, aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Merci. Mais c'est déjà très riche, un parcours riche d'expériences et de multipotentialité. Oui. Ouais. C'est super d'être entré en matière comme ça directement. Ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais revenir un tout petit peu sur vos rayures. Vous nous dites que le diagnostic a été tardif. Ça a changé quoi dans votre vie qu'on mette des mots sur ce que vous viviez, sur une partie de ce que vous viviez? Alors, moi, ce que j'ai ressenti, ça a été un immense soulagement. Un immense soulagement parce que j'ai été affublée de divers diagnostics au cours de ma vie. Le premier a été fait à l'âge de 7 ans, un petit peu par hasard. Donc, en fait, quand j'ai eu 7 ans, j'ai failli mourir dans un incendie. Donc, je n'étais pas la seule, hein. Il y avait d'autres enfants de l'école. On a failli mourir dans un incendie. Voilà, on devait préparer une célébration et il y a eu une explosion de la chaudière de gaz. Et le feu s'est très, très vite dispersé dans toute la salle. Et donc, les quelques adultes qui étaient là ont sorti les enfants par les portes, par les fenêtres. Voilà. Il n'y a pas eu de décès,
Mais il y a eu un traumatisme pour tous les enfants, évidemment. Donc, accompagnement psychologique, et je me suis retrouvée comme un petit peu par hasard, on va dire, à rencontrer une première psychologue parce que je ne dormais plus la nuit. C'était des hurlements parce qu'il y avait nous avions une chaudière chez mes parents, mais une chaudière à mazout. Et à chaque fois qu'elle s'enclenchait la nuit, j'étais réveillée, je hurlais. Donc, c'était, voilà. Donc, on m'a fait consulter une psychologue pour enfants. Et là, la psychologue pour enfants, elle a dit à mes parents, il y a quand même quelque chose de particulier avec votre enfant. Alors, on ne parlait pas encore à cette époque, dans les années 70, de haut potentiel en tant que tel. Elle a dit, voilà, votre enfant a quelque chose de différent. Voilà, sans mettre de mots particuliers dessus. Et mes parents ont dit, alors, désolée d'être directe, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mes parents ont dit, ah oui, mais on sait, c'est une emmerdeuse. Donc voilà, j'ai été diagnostiquée emmerdeuse à l'âge de 7 ans. Et puis, ça m'a suivie. Donc, j'ai très rapidement commencé à être en échec scolaire. Donc, 3 ans plus tard, j'ai commencé à être en échec scolaire. Et donc, quelque part, j'ai renforcé le diagnostic que mes parents avaient posé, puisque mon papa disait que j'avais fait ça juste pour les enquiquiner, alors qu'en fait, j'allais très, très mal du fait du décalage que je ressentais avec les autres enfants. J'ai appris aussi, étant chamane, donc je vois constamment ce qui se passe dans d'autres dimensions. Et je le disais, donc j'ai appris assez rapidement à me taire aussi, parce que j'ai compris que ça pouvait me porter préjudice. J'ai vu, chaque année, on me faisait voir des psychologues dans le cadre scolaire, et chaque année, on me disait, oui, effectivement, tu es très intelligente, mais tu ne veux pas utiliser ton intelligence, donc tu le fais exprès pour embêter les adultes. Donc voilà. Ça a continué, et puis c'est à l'âge de 16 ans que mes parents n'en pouvaient un petit peu plus parce que je m'ennuyais. Donc il y a deux grosses caractéristiques chez moi, c'est je m'ennuie très vite, je m'ennuie tout le temps. Et ensuite, je remets l'autorité en question. Alors vraiment pas pour embêter, mais parce que pour moi, ce que je perçois venant d'une figure d'autorité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans l'éducation de mes parents ou même à l'école, ce sont les incohérences. Et donc, je questionne. Ah, mais pourquoi vous dites qu'il faut faire ci alors qu'en fait, vous ne le faites pas? Et donc, à chaque fois, j'ai questionné et c'est en ça que je remettais l'autorité en cause. Tout simplement parce que je voulais essayer de comprendre. C'était important pour moi de comprendre. Donc là, mes parents, ils se sont dit, OK, donc là, j'ai carrément redoublé mon année, à l'âge de 15 ans, j'ai redoublé mon année uniquement parce que j'avais des grosses difficultés en mathématiques. Et là aussi, on a découvert longtemps plus tard que j'étais atteinte de dyscalculie. Mais voilà, moi, on m'avait collé l'étiquette emmerdeuse, fainéante. Et donc, voilà, mes parents ont voulu me faire interner en hôpital psychiatrique parce que ça devenait vraiment… Moi-même, je ne supportais plus le cadre hyper structuré qu'on essayait de m'imposer. Donc, entre une maman pleine d'angoisse et un papa qui avait absolument besoin d'asseoir son autorité, voilà, je suis la dernière d'une fratrie de 4, j'étais la seule à réagir comme ça. Les autres rentraient dans le rang. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait toujours posé beaucoup de questions, c'est pourquoi les autres enfants de mon âge, ou mes frères et sœurs que j'observais, mes frères et sœurs sont tous très intelligents aussi, mais pourquoi eux, on leur dit de faire quelque chose, ils le font, et pourquoi moi, je discute? Et je me souviens que quand j'étais enfant, mon plus grand rêve était d'être comme tout le monde. Et j'ai essayé moi-même de m'insérer dans des cases, de me mettre dans des boîtes, et ça ne faisait pas, j'y arrivais pas. Et c'était une réelle souffrance, et ça l'a été très très longtemps. Pourquoi je ne peux pas me contenter de ce que l'on me dit comme argent et de le prendre pour argent comptant? Pourquoi j'ai besoin de tout bousculer tout le temps? Pourquoi je ne suis pas une gentille fille bien sage? Voilà. Et donc après… dans cette démarche de compréhension, je me suis moi-même tournée vers la psychologie. Donc, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, la psychanalyse, la psychosociologie.
Je suis une grande fan d'anthropologie, d'ethnologie, voilà, toujours comprendre, comprendre, comprendre. L'archéologie aussi, quand j'avais 8 ans, je voulais devenir égyptologue. Et l'amour de l'Égypte antique m'a toujours suivi. Donc voilà, j'ai touché à plein, 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 plein de choses, mais j'ai été diagnostiquée par des médecins, bien sûr, hein, pas par mes parents. J'ai été diagnostiquée schizophrène, bipolaire, dépression profonde. Et puis un jour, un médecin m'a dit, non, mais vous êtes juste inclassable. Ça m'a plu. C'était un premier pas. On n'arrivait plus à me mettre dans une case. Et puis c'est tard, c'est très très tard, puisque mon compagnon est lui autiste Asperger, et que tout de suite, moi, ça m'est apparu qu'il était différent, qu'il était autiste Asperger. Donc on a commencé les démarches là. Et puis là, on m'a dit, mais et toi, t'es pas Asperger? J'ai dit non, non. Non, non, moi, c'est pas possible euh, parce que je vois ses réactions à lui, puis je vois mes réactions à moi, et donc c'est pas possible. Et là, on a été un petit peu plus loin, et ça a été posé, mais tard, très très tard. Et un immense soulagement parce que enfin, il y avait quelque chose de cohérent par rapport à ce que ça y est, je pouvais souffler, quoi. Quitte à avoir une étiquette, euh, parce que pour moi, ce qui était important, c'était de mieux comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, pour pouvoir répondre à mes besoins. Donc effectivement, le fait de m'ennuyer tout le temps, c'est pas parce que je suis une emmerdeuse, c'est parce que j'ai un esprit curieux, c'est parce que j'ai besoin de me nourrir intellectuellement tout le temps. Et du coup, oui, c'est ouf, voilà, je ne le fais pas pour embêter le monde, je le fais parce que j'en ai besoin. Et ça, c'était pour moi important. Hmm. Voilà. Diagnostic détection, ça change la vie de pas mal de zèbres, non pas parce qu'on vit différemment après, mais parce qu'on voit les choses différemment à travers un nouveau prisme. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est très intéressant et c'est très joliment dit. Merci Marouchka et partagé. Merci. Il y a autre chose que je voudrais aborder avec vous, c'est du coup votre vie professionnelle, elle a l'air assez variée entre votre activité d'écriture, d'édition, qui n'est qu'une partie de l'activité de votre entreprise, et votre activité en tant que chaman. Est-ce que ces différentes activités-là, c'est ça justement qui vous permet de nourrir certains de vos besoins en tant que zèbre, notamment le besoin Oui, de curiosité, de diversité? tout à fait, Marjorie. Alors, j'ai exercé plein, plein de métiers avant, hein. Mm. Plein, plein, plein. Donc, j'ai grandi donc en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique et donc l'équivalent du bac en France. Quand cette année-là, en terminale, quand on m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire après, tu es obligé de choisir une voie. Ben, je ne savais pas, moi. Moi, j'avais juste envie d'être moi-même, mais je ne savais pas. Et ça m'a duré très longtemps, jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Ben, je veux juste vivre. Moi, tout ce que je voulais, c'était vivre. Après, j'admirais, je l'avoue, hein, les personnes qui, depuis l'enfance, disaient oh ben moi, j'en ai rencontré un petit garçon qui disait moi, je vais être agriculteur. Et il est devenu agriculteur. Il est très épanoui en étant agriculteur. Et moi, j'admirais toutes ces personnes qui savaient ce qu'elles voulaient faire de leur vie et qui avaient choisi une voie unique et qui s'épanouissaient dans cette voie. Et moi, j'en étais pas capable. Donc, j'ai fait tout, mais des métiers divers et variés. J'ai été vendeuse, j'ai travaillé à Genève parce qu'il m'a fallu fuir aussi. J'ai vraiment fui. C'était une fuite de la Belgique quand j'avais 24 ans. Je suis allée à Genève. J'ai travaillé dans une société de radio-télévision internationale. Donc, j'ai fait des ménages. J'ai fait des ménages. J'ai fait plein de choses. Et c'est en quittant ce boulot à Genève, justement, où, là encore, mon entourage n'a pas compris parce que j'avais un salaire, mais hallucinant. J'étais super bien payée, mais je m'ennuyais. J'étais dans une voie de garage et je m'ennuyais, mais comme un rat mort. Désolée, mais je suis quelqu'un de très direct, hein, donc les Je comprends expressions bien. viennent avec. Et donc là, ben, c'est là que j'ai commencé
à vraiment m'intéresser en disant, bon, j'ai fait un travail sur moi parce que je fréquentais énormément de psychothérapeutes et de psychologues en tout genre. J'ai essayé les psychiatres au début, ça n'a pas trop, ça a pas trop fait entre eux et moi, mais les psychologues et les psychothérapeutes m'ont énormément apporté. Et j'avais commencé une psychothérapie vraiment en suivi, donc j'ai fait 3 ans, une fois par semaine. C'était pas évident, mais qu'est-ce que ça a fait du bien. Et j'ai toujours l'habitude de dire que ça a été mon meilleur investissement financier. C'était dans cet accompagnement avec cette dame qui maintenant est retraitée. Et là aussi, ça a été du soulagement. Elle m'a beaucoup, beaucoup apporté la connaissance de soi. Je trouve c'est, pour moi en tout cas, ça a été un passage obligé pour penser mes blessures et pouvoir rebondir et en faire des forces. Euh, donc voilà, j'ai exercé plein de métiers et puis vers l'âge de, j'avais 31 ans et j'ai tout quitté. Donc ça, c'est un petit peu mon mode de fonctionnement. Donc j'ai tout quitté. Je vivais en Haute-Savoie, j'avais un super boulot à Genève. Alors j'ai pas pu le quitter du jour au lendemain parce que j'avais 6 mois de préavis. Ça a été les plus longs mois de toute ma vie. Et après, ben, je suis carrément partie en Dordogne. J'avais beaucoup d'animaux, mes chevaux et tout. J'ai tout pris, je suis partie en Dordogne. J'ai laissé celui qui était mon mari à l'époque. Et je me souviens de lui avoir dit, bah, écoute, tu me suis, c'est bien, tu me suis pas, c'est bien. Voilà. Quand je décide, c'est, voilà, j'avais pris mes animaux, un petit peu mes enfants, parce que je n'ai pas eu d'enfants. Donc, ça aussi, c'est un choix que j'avais fait. J'avais besoin de garder mon indépendance et mon autonomie. Et donc, voilà. Et là, je me suis dit, OK, j'ai fait un gros travail sur moi. Ce travail, il continue. C'est jamais acquis. Ça continue toute notre vie. Mais je me dis, j'ai quand même des compétences là parce que le côté chaman, je n'avais pas voulu l'exprimer. Il avait été condamné aussi par mes parents. Donc, je me suis dit, OK, bah là, je suis en Dordogne, je suis en campagne. J'ai commencé à rencontrer plein de guérisseurs en leur disant, mais pourquoi les gens, ils ne veulent pas m'accepter avec mon don? Et un monsieur m'avait répondu, mais si les gens ne t'acceptent pas, c'est parce que toi, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas qui tu es. Tu n'acceptes pas ton don, tu n'acceptes pas tes compétences. Donc, inévitablement, en effet miroir, tu vas avoir face à toi des gens qui vont te rejeter parce que toi-même, tu te rejettes. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Du coup, comment est-ce que je fais pour m'accepter? Ben, ça prend du temps aussi de s'apprivoiser soi-même. Mais j'ai commencé à ce moment-là à dire, OK, je veux bien, j'ai un don. Guérisseur, je n'aimais pas le mot. Chaman, je n'acceptais pas non plus le mot. Quand bien même j'avais fait des recherches et avant moi dans la famille, d'autres membres de ma famille avaient fait des recherches et nous avions effectivement des origines donc en Sibérie, auprès d'une peuplade qui s'appelle les Evenks, qui font partie d'un plus grand peuple, les Tungus, dont le mot chaman est issu, donc de la langue Tungus. Et donc, je sentais bien toutes ces reliances, je voyais bien, mais je repoussais, hein, je rejetais, en toute conscience, je rejetais, je ne voulais pas avoir de vision, je ne voulais pas ressentir ce que les autres vivaient, et je repoussais ça. Et donc, progressivement, j'ai apprivoisé ces compétences, j'ai accepté, en fait, et j'ai observé qu'en étant soi-même, eh ben, c'était tout de suite plus confortable, moins douloureux. Et là, j'ai commencé, alors que j'avais une vie que je considérais comme sombre, j'ai commencé à ouvrir la porte à la lumière. Et je me suis installée avec un autre titre, puisqu'il faut un titre. Alors, quand je suis allée à l'URSSAF pour dire chaman, on m'a regardé un petit peu de travers. Et donc, je me suis retrouvée thérapeute holistique. Voilà, thérapeute. Parce que psychothérapeute, là, c'est la même chose, je ne pouvais pas. C'était au-delà de ça. Donc, voilà. Génial. Voilà, pour faire un petit peu court. Et donc, c'est une véritable clé que vous venez de nous livrer, accepter d'être soi. Et à partir de ce moment-là, tout est beaucoup plus fluide. Et c'est vrai que en tant que zèbre, on a souvent ce syndrome, on est souvent victime du syndrome de l'imposteur. On a touché à beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances. On n'a pas forcément beaucoup de mise en pratique aussi. Et ça génère un espèce de syndrome d'imposteur. Du coup, comme vous le dites très bien, par effet miroir, fait que les autres ne reconnaissent pas nos compétences non Tout à plus. fait.
Donc, le travail commence par soi. C'est pas un travail. Moi, j'accompagne les gens à réaliser leur projet de cœur et je vois très souvent qu'on se jette sur la communication extérieure pour expliquer aux autres ce qu'on fait. Mais ce qui est important, c'est d'être absolument convaincu déjà à l'intérieur de soi qu'on est capable d'apporter cette transformation. Donc, C'est ça. merci. Merci Marouchka de nous livrer votre point de vue là-dessus. J'aime beaucoup l'expression ouvrir la porte à la lumière, elle est géniale. Vous avez dit quelque chose au début de l'interview qui me trotte dans la tête. Vous aviez parlé du chamanisme en référence à des capacités cérébrales spécifiques. Mm. Est-ce que, alors moi j'aime bien parler de voir le haut potentiel comme entre autres une spécificité neurobiologique, puisqu'aujourd'hui avec les images IRM, on voit qu'il y a une densité de neurones plus importante dans certaines zones, des gaines de myéline plus épaisses, des connectivités qui se font mieux à certains endroits, donc il y a vraiment une spécificité. Est-ce que selon vous, cette spécificité, elle se retrouve chez les chamans ou est-ce que c'est une autre? Est-ce qu'elle se couple? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je ne suis absolument pas neuropsy, mais donc mon compagnon qui est lui autiste Asperger, donc les neurones, enfin l'information emprunte un autre chemin neuronal, ce qui va engendrer d'autres comportements visibles à l'extérieur, et en tout cas une autre perception du monde. Effectivement, en ce qui concerne, donc lui, il est astrophysicien et c'est un petit peu son domaine. Il travaille en neurophotonique, donc, mais moi, absolument pas. Mais c'est vrai que par mon expérience, je m'étais posé la question, est-ce que tous les hauts potentiels ont la capacité d'être chamans ou est-ce que tous les chamans sont des hauts potentiels? Grande question. Je ne pense pas que tous les hauts potentiels soient chamans et que tous les chamans soient hauts potentiels, tout simplement parce que j'ai moi-même observé, j'ai rencontré d'autres chamans. Alors je parle, Marjorie, je le précise, de vrais chamans, c'est-à-dire des personnes qui sont nées avec ce potentiel inné. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert. On peut développer son hypersensibilité, sa sensibilité, parce que pour moi, c'est un passage obligé. Il faut être sensible déjà dans cette réalité pour pouvoir avoir la sensibilité d'appréhender d'autres réalités. Maintenant, donc, j'ai observé que les vrais chamans sont effectivement des personnes sensibles, voire hypersensibles, qu'ils ont tous effectivement une certaine forme d'intelligence, mais là encore, il faudrait déterminer qu'est-ce que l'intelligence. Il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence intellectuelle, mentale. Voilà. Donc, effectivement, je pense, c'est en train de se faire. Ça y va tout doucement. C'est comme pour le haut potentiel. On est en train de découvrir qu'effectivement, il y a des capacités, des chemins neuronaux qui sont pris, et comme vous le disiez très justement, des zones du cerveau. Ça peut être vérifiable à l'IRM quand, par exemple, nous sommes en transe, quand les chamans sont en transe, des zones qui vont être activées plus que d'autres, plus qu'un neuropensant. Voilà, donc, alors, tout le monde a un cerveau, mais tout le monde ne naît pas avec la même façon de l'utiliser. Et c'est là qu'on voit justement, telle personne peut être zèbre, telle personne le sera moins, telle personne va être chamane, par exemple. Parce que, alors c'est vrai qu'on le dit dans le New Age, tout le monde peut devenir chaman. Je pense qu'il faut le comprendre dans le sens à tout le monde a la capacité de devenir lui-même. C'est plutôt comme ça que je pense qu'il faudrait l'entendre. Parce que être chaman et percevoir avant tout le monde ce qui peut se passer, ou percevoir ce qui se passe dans d'autres dimensions, ou ressentir jusqu'à la souffrance d'un arbre ou de la terre, c'est pas une illusion, c'est pas une projection émotionnelle. Faut vraiment arriver à faire la différence. C'est pas évident au quotidien d'avoir cette sensibilité et de la gérer dans un monde qui nous demande, dans une société humaine qui nous demande d'être en compétition les uns avec les autres, d'être tout le temps au fait de tout. Voilà, cette sensibilité. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est bien, parce que ces personnes démontrent que la société dans laquelle nous évoluons n'est absolument pas adaptée à un organisme humain. Et même si nous n'utilisons que peu de nos cerveaux,
c'est-à-dire environ 8 à 10%, mais c'est vrai que le chaman va en utiliser beaucoup plus, jusqu'à 20-25%. Ça commence à se démontrer également par des IRM, entre autres au Canada, euh, parce que voilà, alors il y a des zones activées, des recherches ont été faites que quand un chaman est en transe, il y a des zones qui s'activent exactement les mêmes que à la fois le trouble bipolaire, la schizophrénie et la dépression profonde. Et c'est là que ça m'a fait tilt en comprenant ça aussi, en me disant, ah mais je comprends pourquoi les psys m'ont collé ces étiquettes de schizophrène et tout ça, parce qu'en fait, mais voilà, ils n'avaient pas de C'est pas connaissance du l'étiquette chamanisme. chaman dans leur boîte à étiquettes. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est finalement une autre façon d'appréhender la réalité. C'est la même réalité, mais vue à travers un prisme de psychiatre, c'est un trouble psychiatrique, voire C'est maladif. ça. Et vu du point de vue plutôt de vos origines russes, c'est un véritable don. Oui, que j'ai longtemps considéré comme un fardeau, plus que comme un cadeau. Parce que quand on ressent plein de choses, alors mon premier livre est un récit autobiographique où j'explique euh, plutôt brièvement quand même, parce que le récit du livre est plus tourné sur un voyage que j'ai fait en Équateur à la rencontre du chamanisme Shuar. C'était déjà il y a 8 ans. Ça remonte, le temps passe vite. Où je suis partie sans parler espagnol, donc toute seule, je suis partie, voilà, j'étais quelque part condamnée. Physiquement, j'étais pas bien du tout. Mais c'était au-delà aussi. Voilà, je sentais quelle était ma place et j'arrivais pas à la prendre. Et je sentais un blocage. Et donc voilà, je suis allée vivre avec les Shuars en Amazonie équatorienne pendant un mois, sans argent. J'avais plus de logement, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Et j'ai pris les quelques euros qui me restaient. Bon, je le précise quand même, j'étais en négatif à la banque, hein, je payais des agios. J'ai transformé ça en dollars américains et je suis allée là-bas avec l'idée de mourir. Donc pour moi, c'était à la fois symbolique et physique et je ne savais pas si je reviendrais. Donc j'avais pris un billet retour parce que j'avais l'obligation de prendre un billet retour. Et je suis allée en forêt là-bas, au milieu des Indiens, une femme blanche toute seule qui parle absolument pas leur langue, qui n'a aucune notion de leur culture. Mais étant hyper adaptable, je savais que, et ça me l'a toujours fait, je vais à un endroit, j'y passe une nuit, c'est bon, le lendemain, j'ai déjà acquis la culture des gens avec qui je suis. Et effectivement, je me suis mise à parler très facilement shuar et espagnol. J'ai tout oublié depuis. Mais voilà, je suis dans l'ambiance et j'arrive à me fondre complètement dans l'ambiance. Je me suis même posé la question, est-ce que je vais rester vivre avec eux? Et là, je sentais effectivement que ce n'était pas vraiment ma place. Enfin, en tout cas, que moi, je ne pouvais pas, sur la durée, vivre comme ça. Mais voilà, c'était important pour moi de tout quitter, et ça me l'a fait souvent, comme quand je suis partie en Dordogne. Et c'est une tendance que je réfrène maintenant, d'autant plus que je suis avec un compagnon qui lui est autiste Asperger et qui lui n'aime pas du tout le changement. Mais alors du tout. Et j'ai pour habitude de dire on est extrêmement semblables et complètement différents, lui et moi, parce qu'on a des besoins fondamentaux complètement différents. Il a besoin que les choses ne bougent pas et moi j'ai besoin que ça bouge tout le temps. Donc, c'est une expérience très intéressante aussi d'aller l'un vers l'autre où effectivement, il me dit, enfin, il me le disait en tout cas au début, mais qu'est-ce que tu me bouscules? Et c'est vrai que, voilà, lui aussi a été condamné par la médecine. Les médecins lui donnaient que 6 mois à vivre. Donc, divers accidents, trauma crânien, voilà. Et puis, il a fini par un AVC. Et du jour au lendemain, je l'ai emmené au Belize. On a vécu au Belize 6 mois. On est arrivé au Belize, on n'avait pas d'hôtel, on connaissait personne. Et il m'a suivi. Il n'avait plus le choix, il était limite en fauteuil roulant. Et il m'a suivi parce que c'était ça ou mourir. Donc il s'est dit, bon, bah, je vais la suivre. A priori, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Et il est toujours vivant. C'était il y a 6 ans, il est toujours vivant. Donc, ça a fonctionné. Je suis curieuse Donc voilà.
Pardon, Marouchka, je vous interromps. Je suis curieuse de savoir ce que vous disiez. J'ai eu du mal à assumer mon côté chaman. Vous êtes parti Oui. pour l'explorer un peu plus. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, bon, ok, là c'est bon, j'assume, je suis chamane, et puis c'est comme ça, et je l'assume vraiment. Je pense pas que c'est vraiment complètement assumé, Marjorie. Je vous l'avoue, hein. Pour plusieurs raisons. Je crois que le fait que les gens ont compris que j'étais quelqu'un de bizarre dans leur réalité, je crois que ça y est, c'est bon. Et ça, c'est un privilège de l'âge. J'ai passé 50 ans et c'est vrai qu'à 50 ans, franchement, on relativise de plus en plus. Il y a eu le cap des 40 ans aussi. Je les ai attendus mes 40 ans et ça a été une période merveilleuse pour moi d'avoir 40 ans. Après, ce sont tous des petits signes. Un grand point aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mot que je ne voulais pas trop assumer, le mot chaman, parce que c'est un mot qui est, comme beaucoup, beaucoup de mots, qui est un petit peu beaucoup déformé. Oui, Et j'ai il y a demandé beaucoup, quelle était votre définition du mot chaman, parce que c'est comme beaucoup voilà, de mots qui sont à la mode aujourd'hui, ils ont c'est ça. perdu leur sens initial. Donc, Mon compagnon a la même problématique avec le mot quantique. Il y a beaucoup de personnes, on voit un petit peu, oh, mais moi je fais de la thérapie quantique, moi je fais du… Et le oui, bah, quantique est possible à toutes les sauces. quantique, spirituel, Voilà. chaman, euh, Alors ça, ce sont maintenant devenus des slogans qui font vendre. Et c'est pour ça que moi, utiliser le mot chaman me posait un problème parce que il y a tellement de chamans, de personnes qui se disent chamanes, qui sont peut-être d'excellents thérapeutes. Hein. Moi, je n'ai pas à juger de leurs compétences. Mais il y a une grosse confusion et c'est vraiment mis en avant pour vendre. Et ça, ça me gêne parce que moi, j'aime dire que, en tout cas en tant que chamane, je ne parle pas de haut potentiel, mais en tant que chamane, moi, je suis une femme de l'ombre. Nous sommes des personnes qui agissent dans l'ombre. On n'est pas sur un podium à faire des conférences. On est très, très mal à l'aise avec ça. C'est pour ça que moi, cette interview, cet entretien, ça fait peu de temps que je commence à me montrer face caméra, à faire des vidéos. On voit progressivement que je commence à me familiariser un petit peu avec le truc, mais c'est pas moi très très mal à l'aise d'être visible, d'être vue, parce qu'on agit dans l'ombre justement. Donc, je crois que je continue à… Alors, le don, ok, je sais que je l'ai, et quelque part, je l'utilise à l'insu de mon plein gré, parce que c'est naturel. Mais c'est vrai que j'ai tendance à bloquer. Là, par exemple, avec vous, Marjorie, vous êtes en face de moi, je bloque parce que j'ai un cadre, je suis là pour quelque chose, je ne suis pas là pour faire un soin. Vous ne m'avez pas demandé. Et donc ça, c'est très important pour moi d'attendre que la personne formule la demande parce que spontanément, je sais ce qui se passe. Et j'ai appris à respecter le territoire de l'autre. C'est-à-dire, je n'intruse pas le territoire de l'autre sans son autorisation. En même temps, pour moi, c'est important parce que sinon, je deviendrais dingue, tout simplement, parce que toutes les infos arrivent tout le temps. Alors, très souvent, on me disait, mais tu es quelqu'un de négatif parce que tu ressens la maladie, la souffrance, les négativités. Ben non, je ne suis pas négative, je suis profondément optimiste, sinon je ne serais plus là. Mais on est obligé de traverser la négativité pour pouvoir trouver la lumière au-delà. On est obligé de traverser les ombres. Et les maladies, les mal-être, ce sont des ombres. C'est ce que moi j'appelle la barrière mentale émotionnelle. Et à partir du moment où on va traverser cette barrière, qui est très souvent épaisse, eh bien à ce moment-là, on peut trouver la lumière. Et moi, en tant que chamane, le truc, c'est pas de guérir les gens. Là aussi, j'avais un souci avec le mot guérisseur ou guérisseuse, parce que on ne guérit pas les gens. On amène les gens, on leur tend la main, on leur dit, écoute, si tu veux guérir, tout est en toi. L'énergie, c'est toi qui l'apportes. Et c'est important pour moi de le dire aux personnes que j'accompagne. Moi, je suis chamane, j'ai pas la baguette magique hocus pocus. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vous invite. Là, je pousse à la porte pour que vous me laissiez entrer, pour que vous laissiez l'énergie circuler. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, je n'ai ni le droit ou le devoir de vous obliger à le faire. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun puisse arriver à comprendre, que ce soit au niveau du haut potentiel, que ce soit au niveau du normopensant, que ce soit du niveau du chaman. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous avons quand même tous ce mode de fonctionnement à la base qui est que nous avons en nous le pouvoir d'être en paix avec nous-mêmes, de nous guérir, de nous soigner.
mais c'est nous qui devons ouvrir la porte, c'est nous qui détenons la clé. Et ça, peu importe par quel angle on le prend, spirituel, physique, voilà. Les médecins le savent très bien, à 2 cancers identiques, un individu va en mourir, l'autre va guérir. Pourquoi? Parce que chacun va appréhender la maladie, le rapport à la maladie à sa façon. C'est donc bien l'individu qui détient en lui la clé pour ouvrir la porte de la guérison, de sa guérison. Le reste, le chaman, le médecin, le médicament, nous ne sommes que des béquilles momentanées. C'est tout. Des facilitateurs, voilà. Des catalyseurs de transformation aussi en donnant les bons mots. Moi, je suis beaucoup pour ça en tant que, avec ma casquette de coach, entre autres, de donner le pouvoir à l'autre. Par contre, on est des facilitateurs pour les aider à se poser des meilleures questions, pour les aider à ouvrir les zones, mettre le doigt sur le fait que cette zone-là pourrait être ouverte plus, ou en fonction des activités qu'on a. Mais vraiment des catalyseurs. Mais ce que vous dites, c'est un superbe message d'espoir, surtout, qu'on a toutes ces... Ah, c'est un mot que j'aime pas, Marjorie, je suis désolée. Alors, ah non, mais vous avez le droit de l'utiliser. Hein. C'est parce que moi, j'ai une perception qui est vraiment différente. Et pour moi, l'espoir est vraiment relié à une notion judéo-chrétienne de j'espère en quelque chose où je sais pertinemment que ça n'arrivera pas. Moi, je préfère le souhait. Je préfère le fameux désir. Je désire aller mieux. C'est vrai que c'est un mot qui est condamné par beaucoup de religions, mais pour moi, le désir, il y a un engagement personnel. La personne va beaucoup plus s'engager parce que c'est mon désir et ce désir est complètement légitime. L'espoir, je dis pas, c'est ma perception, je ne dis pas que c'est la vérité, attention, hein, mais c'est en tout cas ma perception dans l'instant, enfin depuis plusieurs années, que l'espoir, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. L'espoir fait vivre, oui, mais moi, je ne veux pas espérer vivre, moi, je veux vivre, je veux être vivant. Et pour être vivant, je dois pleinement moi-même m'engager dans cette incarnation et m'engager dans ma vie. Et effectivement, c'est là que le pouvoir que chacun porte en lui peut effectivement être utilisé. Parce qu'il ne faut pas être chaman pour avoir du pouvoir. Je crois qu'il faut vraiment... Nous avons tous le pouvoir de créer. Nous sommes des créateurs. Nous sommes aussi des destructeurs. Il faut pouvoir détruire l'ancien pour bâtir le nouveau. Mais chacun possède ça. Donc on est quelque part tous des super-héros et des super-héroïnes parce que nous avons tous le pouvoir de faire de notre vie ce que nous désirons qu'elle soit, dans le sens où c'est pas être number one, je suis pas number one chaman, je suis pas number one au potentiel, je suis juste moi. Et c'est ça qui est ordinaire, c'est d'être soi-même, un être ordinaire. Et c'est en cela que c'est extra. Donc voilà, on a tous ça en nous. Moi, j'invite vraiment les personnes, et je questionne parce que je vois qu'il y a des écoles pour devenir chaman. Alors, comment peut-on faire un cursus scolaire pour devenir chaman? Voilà. Et moi, je dis aux gens, mais ne cherchez pas à devenir chaman. Essayez de devenir vous-même. Moi, je suis en admiration totale devant les musiciens, par exemple. Ces gens autodidactes, quand je vois mais comment ils peuvent maîtriser la guitare avec les mains, là, ça part dans tous les sens. Mais waouh, c'est magnifique. Et ça, c'est un don. Quelque part aussi, j'ai envie de dire, ils sont des chamans parce que quelque part, ce qu'ils font est guérisseur pour eux, mais pour d'autres. Donc voilà, c'est ça qui est magnifique. Mais ne devenez pas chaman dans le sens, je veux m'ouvrir absolument à voir d'autres dimensions et à appréhender ce qui se passe. La sensibilité s'exprime de tant de façons différentes. Et nous sommes en tout cas tous créateurs de notre vie. Tous créateurs de notre vie. Et intéressant parce que on pourrait tous avoir un lecteur. Pas forcément comme on entend au sens premier, qui pourrait être de l'imposition des mains ou de savoir scanner la personne pour voir où il y a un mal. Mais le fait d'être doué en musique, ça peut être guérisseur pour une personne. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on a tous un don. Et le truc, c'est simplement de le révéler et de l'utiliser. Parce que moi, c'est ce que j'ai observé d'un point de vue santé, alors que ce soit santé mentale, émotionnelle ou physique. À partir du moment où j'accepte d'exprimer mon don de chaman, ben, je vais bien. Quand j'accepte pas de l'exprimer, je vais pas bien.
tout simplement parce que je bloque la circulation d'énergie. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui naissent avec le don des mathématiques, que je n'ai pas. Il y a des gens qui naissent avec un don pour être des super pâtissiers, qui sont de grandioses pâtissiers. Euh, et le truc, c'est ça pour moi, la solution, elle est là, c'est de révéler le don qui est en chacun d'entre nous et de l'utiliser, Et ce tout don, simplement. pardon, je vous coupe juste pour préciser ce don, parce que j'en parle beaucoup avec les gens que j'accompagne aussi. C'est pas forcément ça peut être une discipline, la pâtisserie ou la musique, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être de faire passer des messages clairement. Du coup, ça peut être dans Oui, n'importe quel domaine. Les dons, oui, ça peut être très varié. Ça peut être des domaines, ça peut être des actions qu'on fait très bien, ça peut être des qualités d'être aussi qu'on tout a à simplement. l'intérieur de nous. Voilà. Donc, si ce que vous dites et que je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'on a tous un don à l'intérieur de nous et qu'il est en notre pouvoir, et c'est même de notre responsabilité, de décider de le mettre au monde ou pas. On a ce pouvoir à l'intérieur de nous, et très souvent d'ailleurs, quand on ne le fait pas, c'est là où on ne va pas bien, c'est là où on est malade, physiquement, psychiquement, Exact. émotionnellement, Oui, et que c'est de notre responsabilité de traverser toutes ces couches d'ombre qui font qu'on nous n'arrivons pas à exprimer ce don aujourd'hui, pour pouvoir aller vers plus de lumière et rayonner sa propre lumière. c'est ça. Et j'aime beaucoup le mot que vous utilisez là, autant espoir, je dis pas non, mais Merci parce que je viens d'apprendre. responsabilité. Oui, c'est ça. Voilà, Et responsabilité, ça, pour moi, c'est la clé. C'est ça la la clé. clé, la C'est responsabilité, ça. l'autonomie. Je vous remercie pour cette Voilà. précision que vous avez faite par rapport à l'espoir, parce que je me rends compte que chaque fois que j'utilise, j'ai un petit truc à l'intérieur de moi qui dit ouf. Et là, je viens de mettre le doigt dessus, c'est qu'effectivement, dans la notion d'espoir, il y a une notion de bah, je m'en remets à plus grand que moi et advienne que pourra, et ça ne dépend pas de moi. Alors qu'il y a toujours une petite partie, au moins, qui dépend de nous, et c'est là où, pour moi, responsabilité, autonomie, ce sont des mots qui, aujourd'hui, sont vus un peu comme des gros mots, et pourtant qui sont Oui, vraiment des clés. C'est quoi pour vous la oui. responsabilité? Ben, la responsabilité, c'est la conscience. C'est la conscience que nous avons le pouvoir de faire de notre vie un bonheur ou un enfer. Ça s'appelle aussi, bon, moi je rejoins ça au libre arbitre. Vous parliez donc effectivement, vous avez pris conscience et reformulé autrement la notion d'espoir. Il y a la notion de pardon aussi, qu'on retrouve beaucoup avec la même base religieuse. Là aussi, moi je ne suis pas OK. On retrouve beaucoup la notion de pardon dans le développement personnel aujourd'hui. Là encore, je ne suis pas OK. Mais j'en reviens à la responsabilité. La responsabilité, pour moi, est inévitablement associée à la conscience. Et être responsable, c'est cesser d'attendre quelque chose qui viendrait de l'extérieur. C'est-à-dire, je vais cesser d'attendre qu'un gouvernement, parce que nous sommes des adultes, que le gouvernement m'autorise à faire ci ou à faire ça. Alors, il y a le respect des lois parce que on vit en interaction les uns avec les autres et qu'il faut un minimum d'ordre et de structure. Ça, on est bien d'accord. Mais être responsable, par exemple, c'est cesser, je vais prendre l'exemple de la liberté, c'est cesser d'attendre que le gouvernement me donne l'autorisation d'être libre, c'est trouver cette liberté en moi. Et la liberté en soi, ça veut dire que quelles que soient les contraintes extérieures, je ne me sens pas enfermée. Et ça, c'est être déjà responsable. Et ça passe inévitablement par un travail d'exploration de soi, par un travail de connaissance de soi pour savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes failles. Je n'aime pas dire mes défauts parce qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur. Quelles sont mes forces, quelles sont mes failles. Alors, comment puis-je utiliser mes forces pour contrebalancer mes failles et faire finalement de ces failles une réelle force? Parce que ce qui est une faille en nous, c'est justement ce qu'il est nécessaire de travailler pour ne plus que ça nous pirate. Et c'est ça qui est magnifique. Nous avons en nous les solutions aux problèmes que nous nous créons nous-mêmes. Et pour moi, la responsabilité, c'est ça. C'est effectivement, ça a un lien avec l'autonomie, avec le respect. Alors ça aussi, c'est un mot, le respect qui est super important pour moi. C'est le respect de soi, le respect de son mode de fonctionnement. Et inévitablement, on va être en accord avec le monde extérieur. Si on est en paix avec soi-même, inévitablement, il n'y a plus de problème avec le monde extérieur. On accepte ce qui est, on ne cherche pas à le transformer. Pourquoi demanderais-je à un normopensant de fonctionner comme moi? Même s'il le
voulait, il n'en aurait pas la capacité. Il est différent et c'est ça qui nous enrichit tous les deux. Mais à condition d'arriver à être en paix avec soi-même. Voilà. Oui, à partir de là, le monde intérieur, le monde extérieur devient un simple reflet est toujours un simple reflet de notre monde intérieur. Donc, plus on est en paix à l'intérieur, plus le monde extérieur nous apparaîtra en paix. Un grand merci, Marouchka, pour cette partie. Alors, moi, j'appelle ça, mais j'aime pas trop le mot. Peut-être que vous qui avez l'air assez forte avec les mots et leur sens, vous avez quelque chose pour moi. Pour moi, c'est de l'empowerment, disent les Américains, de l'empuissancement, disent les Canadiens. Est-ce que vous auriez, vous, un mot pour parler de simplement permettre à la personne de reprendre son propre pouvoir, retrouver sa puissance, qui sont des mots parfois un peu mieux utilisés en New Age? Alors moi, je dirais deux mots, Marjorie, très, très français. C'est simplement pour moi être vivant. Pleinement vivant. Beaucoup de personnes me disent on veut être vivant, mais ils ne se contentent que de survivre. Et un jour, je me souviens, il y a quelques années, une personne m'a dit, tu sais, ton énergie fait peur, Marouchka. Et j'ai dit, pourquoi? J'étais très intriguée, pourquoi? Elle me dit, mais parce que tu es vivante. Et très, très innocemment, j'ai dit, mais je pensais que tout le monde voulait être vivant. Donc voilà, moi je dirais, soyez vivant, être vivant. C'est-à-dire cesser de passer à côté de soi, cesser de se contenter. Je suis une gourmande, Marjorie, donc moi je veux vivre pleinement. Moi je veux embrasser la vie pleinement. Je suis une amoureuse de la vie, j'aime la vie et je veux pas me contenter de peu. Donc voilà, soyez vivants, soyez gourmands peut-être, mais gourmands dans l'amour de soi-même déjà, c'est-à-dire de révéler son don et de l'utiliser. Parce que tout ça, ça amène à la fois la paix et la puissance. Donc voilà, ça fait beaucoup de mots en fait, mais voilà, être vivant. Mais ils sont forts et ils résonnent fort et j'espère que les personnes qui nous regardent peuvent sentir à quel point, enfin moi je sens vraiment cette force de vie qui dégage de vous et qui donne envie aussi d'être vraiment pleinement vivant et de rayonner tout ce qu'on est capable de rayonner. Donc, Marouchka, un très 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 grand merci pour ce partage. Merci à vous Marjorie, merci mille fois. Et merci aux personnes qui vont vous suivre, qui vont nous suivre et je leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est à leur portée, vraiment. Merci. Au revoir.